Bonjour Julien, Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Paris. c'est On vrai. est à l'hôtel Littré. C'est la troisième fois que je viens ici, donc merci à eux. Tu sais pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Je réalise un documentaire depuis 3 ans maintenant. J'ai réalisé plus de 1500 interviews. C'est un peu plus de 200 000 kilomètres autour de la planète, autour d'une question pour moi qui est fondamentale. C'est quoi le bonheur? Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Yves? Surtout, la table bouge, il se passe des choses. Écoute, je vais te répondre à la fois en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que chercheur. Je vais commencer par le côté chercheur, c'est-à-dire que quand tu poses une question, qu'est-ce que le bonheur? Comme la question qu'est-ce que le talent? Dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire, la question de qu'est-ce que le talent pose tout de suite un problème. Comme qu'est-ce que le bonheur? C'est quoi le bonheur? Dans c'est quoi le bonheur, il y a le c'est quoi, et c'est quoi renvoie à toute notre culture occidentale et grecque, qui renvoie à dire que si je peux définir le bonheur, donc je peux rendre le bonheur, je peux associer le bonheur à une chose qu'on pourrait identifier, qu'on peut expliquer, qu'on peut déployer. Et donc on sort tout d'un artifice. Voilà, c'est ça, c'est être bien dans la vie, c'est être heureux, voilà. Et on met systématiquement le petit verbe être, qui est un copule. En tant que breton, c'est une bernique, c'est-à-dire que tu colles le verbe être derrière. Et donc on fait une énumération. Et je pense que c'est pas la question qu'il faudrait poser en fait. Enfin, c'est le chercheur qui parle. C'est-à-dire que je dis pas à toi Julien. Hein, Ouais. en tant que chercheur, c'est pas là-dessus que je vais questionner. La question qu'il faudrait plutôt poser, c'est qu'est-ce que je peux observer du quotidien, de ma manière de vivre, de la manière de vivre des humains, des animaux, voire des végétaux, et qui peut donner ce sentiment, qui peut donner une base, disant voici ce à quoi pourrait ressembler le bonheur. D'accord? La problématique aussi que pose le bonheur, c'est que on le cherche, tu vois. Or, faut-il chercher le bonheur comme une espèce de quête, comme une espèce de mirage du désert qu'on aperçoit, qu'on court après, et on est constamment dans une espèce de quête constante d'un idéal, alors que je ne suis pas sûr que ce soit la chose. Et d'ailleurs, plus ça va, moins je m'intéresse au bonheur, paradoxalement. Je préfère une autre notion, mais c'est peut-être parce que j'habite auprès d'une rivière, j'habite dans la nature, dans un moulin. Peut-être parce que aussi dans le cadre de mes travaux de recherche, dans le cadre de ma thèse doctorale, j'ai beaucoup travaillé sur la pensée occidentale et chinoise. Il y a une notion que je préfère non pas comme supériorité, mais plutôt comme écart, tu vois. C'est la notion d'apaisement. Être apaisé. Enfin, tu vois déjà, tu vois le biais que je me mette, mais plutôt vivre apaisé, car l'apaisement peut être constant. Une rivière peut rester apaisée pendant de longues heures, de longues journées. Et parfois, il y a une transformation, il y a une évolution parce qu'il y a une pluie, tu vois. Mais la notion d'apaisement, c'est un état qui peut rester constant, tu vois. Et alors que le bonheur renvoie à une espèce de sentiment qu'on recherche, un état émotionnel, qu'on espèce de cultiver. C'est très dur, Parce que c'est tu pas vois. plutôt la société qui nous dit, enfin, qui a mis une étiquette sur le mot bonheur. D'ailleurs, tu prends Exactement, n'importe quel Larousse, tu as une exactement, définition du bonheur exactement, qui est censée exactement. être une Oui. définition universelle. Et on voit des ouvrages, des quantités d'ouvrages qui disent, bah voilà ce que c'est le bonheur. Et je pense que, respectueux de mes confrères auteurs, je pense que quand on pose une question qui commence par comme qu'est-ce que le talent? Savais-tu par exemple que le talent a 11 évolutions de signifiants depuis l'Antiquité, alors qu'en fait on ne garde qu'une seule définition, qui est la pire. Tu vois, et du coup on a fini par croire que le talent était réel, alors qu'en fait le talent ça n'existe pas. C'est comme l'intelligence, ça n'existe pas. Le bonheur, ça n'existe pas. C'est un concept qui permet de représenter une idée que l'on a d'un sentiment. Alors, est-ce que Tu ce vois? serait pas plutôt un état d'être? Si je suis ta ligne directrice, parce que tu parles d'apaisement, moi, c'est aussi synonyme d'état d'être. Mais déjà, rien qu'être est de trop. L'être renvoie à l'ontologie. L'ontologie, c'est Aristote. C'est le grand héritage de la philosophie, vois-tu. La rivière n'est pas. La rivière n'est pas. Ouais, ouais, je vois. Tu vois? Ouais, ouais. Tu appréhendes? Tu t'assieds au bord d'une rivière, tu vois, je dirais assis, rivière, regardez, restez, calme. Point. Ok, ok. Tu vois? Ouais, ouais, Il y a déjà trop de mots quand on parle du bonheur. C'est trop encombrant, ça fait trop de bruit. d'accord. L'apaisement est silencieux, discret, indifférent. Le vent souffle, tu vois, l'herbe s'incline et personne ne la regarde. Et tu peux Tu vois? apaiser et malheureux. Je ne suis pas sûr. Donne-moi un exemple. Alors,
faudrait donner une définition à apaiser. Ben, il y a de l'apaisement. L'apaisement, alors, pour définir la définition, parce que même pour définir, il y a des règles. Si tu veux définir apaisé, désolé, du coup je réponds à ta question, c'est toujours le chercheur qui parle. Si apaisé vaut X comme principe de définition, il faut donc définir ce à quoi se rapporte X, c'est-à-dire Y. D'accord? Et Y, c'est qu'est-ce que j'observe qui me fait dire que c'est apaisé. Il y a par exemple, tu vois ici, là, c'est presque apaisé. Pourquoi? Il n'y a pas de vent, la température fait qu'on est tous les deux en chemise. Il n'y a pas de bruit, à part parfois les bruits stridents qu'il y a derrière, qui ne permettent pas d'avoir un niveau d'apaisement optimal. Ce serait donc l'ensemble des conditions qui, autour de moi, fait que mon état émotionnel, mon état physique, me met dans un état de calme. Donc, pas de perturbateur. En tout cas, pas d'éléments qui entreraient, qui viendraient mettre mon système sensoriel, mes idées, mes pensées, dans un état d'activité qui me sort de mon observation. Il y a de l'apaisement parce que j'observe et non pas je vois. C'est pas un état intérieur. Je crois que nous sommes trop restés dans ce vieux modèle de l'être et dans trop ce modèle de l'interne. Là encore, je renvoie à l'eau. L'eau n'est pas calme. Il n'y a de calme que parce qu'il ne pleut pas, parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a de calme que parce qu'il n'y a personne qui se jette dedans. Tu vois? Donc l'eau n'est pas calme. Mais l'eau, ne faisant pas de bruit, l'eau restant à plat, donne ce sentiment de calme. Tu vois? Ouais, je vois. Donc tout l'enjeu, c'est finalement de ce qu'on appelle de déontologiser la question. Ça veut dire de lui enlever tout ce qui renvoie à cette idée de je suis, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, et qui est beaucoup trop finalement égocentrique. C'est-à-dire que dire que j'éprouve du bonheur, c'est une forme d'égocentrisme, une forme de... Oui, c'est très tourné vers l'intérieur. Alors que rechercher l'apaisement, tu vois, déjà, rechercher, tu vois, comme moi-même, étant vigilant pourtant, je me laisse embarquer par notre sémantique, rechercher, non, par exemple, quand je suis au moulin, il y a une chose que je fais régulièrement, eh bien, je sors, je vais juste sur le terrain où j'ai la rivière tout autour, et puis j'enlève mes chaussures, je marche sur l'herbe, je m'assois sur un rocher et je regarde l'eau couler. Et le son de l'eau, parce que tu vois derrière nous là, c'est pas des sons, c'est du bruit. Eh bien, il me semble qu'il y a trop de bruit aujourd'hui, il y a du bruit partout, les gens parlent trop, il y a trop d'images, il y a du trop. Même quand on parle du bonheur, je trouve qu'il y a du trop. On ne devrait pas parler du bonheur, on devrait simplement vivre apaisé et on aurait le sentiment d'être, tu vois, d'être dans quoi? Dans le bonheur. Mais c'est, tu vois comment ce mot bonheur est très contrariant finalement. C'est proche de la méditation, ce que tu dis. Alors, la méditation est la position dans laquelle tu cherches à dissoudre les idées, de sorte que il y a équilibre entre l'externe et l'interne. C'est-à-dire que tu deviens discret. Celle qui médite se met en discrétion du monde. La méditation ne serait que l'état de calme à l'instar de la rivière qui n'est pas perturbée par le souffle de vent. Tu vois? Ouais. Là où je te rejoins, c'est qu'en parallèle, je réalise des petites vidéos d'1 minute que j'appelle la méditation contemplative. Ouais. Et c'est une vraie difficulté d'être au calme, sans bruit, pendant 1 minute. C'est incroyable. Ouais. C'est du vrai luxe. Exactement. Ouais. Et tu vois, dans ce que tu dis, le travail que je fais aujourd'hui dans le cadre de mes travaux sur l'évaluation des talents, et tu vois, j'utilise talent par commodité sémantique, commodité sociale, mais en fait, le talent, je rappelle, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un résultat qui n'est que la conséquence d'un ensemble de modes opératoires et qui produit un résultat utile, pratique, qui est devenu le beau social, alors que le mode opératoire n'est ni beau ni talentueux. C'est juste une faculté de déployer un ensemble d'activités, mais qui, en cohérence, donne un résultat qui fait que, tu vois, les arbres autour sont taillés. On pourrait dire « Ah, c'est beau ici ». En fait, c'est pas que c'est beau, c'est que ça correspond à une esthétique acceptée par un corps social et qui dit « Oui, c'est beau ». D'accord ? Et donc, le bonheur, c'est pareil. C'est-à-dire que le bonheur, eh bien, aujourd'hui, quand je lis les ouvrages sur le bonheur, je me dis quel dommage d'avoir autant défini le bonheur, finalement. Car, à force de définir, on le réduit.
à force de définir, on le restreint à un ensemble de pensées et on ne laisse plus de place à ce qui pourrait être autre chose que ce qu'on en a défini. Tu appréhendes le point? Oui, c'est le désir de vouloir définir tout et de mettre des étiquettes sur tout. Quoi. Et ça, c'est le syndrome de notre culture occidentale. Alors que ce que j'apprécie dans la pensée chinoise, et je ne dis pas qu'ils sont mieux que nous, attention, ce n'est pas mon propos, mais ils nous aident à réfléchir, non pas le chinois de Shanghai, qui est certainement aussi virulent, aussi dans l'être que le parisien de chez nous, tu vois. Enfin, le français, je ne veux pas cristalliser, tu vois, tout de suite comme on est piégé, tu vois, voilà, c'est pas la question, absolument pas d'ailleurs. Mais il y a la notion d'insipidité, être insipide, c'est-à-dire que sans saveur. Eh bien, parce que dès que tu recherches je dirais, le bonheur, ce serait la saveur que l'on recherche. Mais de ce fait, cette saveur-là nous éloigne d'autre chose. Tu vois? Alors que si tu te contentes de l'insipidité, c'est-à-dire que si tu te contentes, c'est François Julien qui en parle très bien, l'éloge de la fadeur. Si tu te contentes de ne pas rechercher la saveur d'un bon vin, d'une relation agréable, que tu sais juste te contenter de ce qui se déploie devant toi, alors de ce fait, cette insipidité ne t'amène pas à rechercher quelque chose d'autre, mais juste d'être dans le prolongement, dans le cours des choses, dans le procès de la vie. Et je crois que tu me parlais tout à l'heure de comment je pourrais définir l'apaisement. Eh bien, l'apaisement ne serait que la manière dont on épouse le procès de la vie. Tu vois, ce cours des choses qui se déploient, et de ne pas rester, et de rester dans cette proximité des choses, qui fait qu'au lieu de réagir en disant « Ah mon Dieu, je suis quitté », ou alors « Ah, on m'a fait une queue de poisson », ou alors « Ah, j'ai pas eu mon augmentation », « Ah, il y a des grèves », eh bien, c'est d'épouser ce cours des choses. Tu vois? Oui, je vois très bien. Tu dis que tu es chercheur. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le fruit de tes recherches et peut-être aussi un petit peu ton parcours, qu'on comprenne qui tu es, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui comprennent un peu ton raisonnement. Alors, la question de qui je suis, du coup, tu vois ma micro-expression, tu vois, avec mon index. En fait, je sais que ça te fait sourire, enfin je pense, ou pas d'ailleurs, tu me diras, ainsi que ceux qui ont la gentillesse de regarder cette séquence. En fait, qui je suis ne m'intéresse plus. Je dirais, je ne suis que la conséquence de mon histoire, de mes choix, de mes voyages. J'ai passé 5 ans à l'université, dans le cadre de mes travaux de recherche, à réaliser à l'université Paris 7 Diderot. J'ai soutenu ma thèse le 4 avril dernier, donc c'est très récent. J'ai réalisé une thèse de doctorat en sémiologie, dans tout ce qui touche le champ de la littérature à la fois occidentale et asiatique. Et donc je me suis déplacé en Chine, j'ai passé plusieurs semaines dans l'Himalaya, à Yalbang entre autres. J'ai profité de mes voyages professionnels au Brésil, au Canada, pour tirer de la matière, du matériau. Et je me suis intéressé à une question qui avait fait déjà l'objet d'une première recherche à l'université de Tours il y a maintenant plus de 10 ans de cela, sur la question du potentiel. Le potentiel est un mot que tout le monde emploie, mais tu ne trouveras aucun ouvrage sur la question. C'est intéressant ça. Il n'y a aucun ouvrage dessus. Très rare. Les seuls qui en parlent sont plutôt dans le champ scientifique, neuroscientifique, plutôt scientifique, dans le champ aussi de la botanique, le potentiel hydrique, le potentiel synaptique, mais dans le champ des sciences humaines, les sciences, le grand corps des sciences humaines, eh bien le potentiel, il y a une espèce de consensus collectif qui dit le potentiel, on a du potentiel. C'est totalement faux. On n'a pas de potentiel, ça n'existe pas. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce que, donc la question, donc j'ai passé, je dis souvent en blaguant, j'ai passé 13 ans à étudier 3 mots. J'ai passé 25 000 heures à étudier 3 mots. Potentiel, émergence, actualisation. Ce qui m'a amené donc du coup, en conséquence, à travailler sur des mots adjacents, stratégie, mode opératoire. Et en conséquence, tous les mots qui m'entourent, talent, intelligence, etc. D'où l'ouvrage que je suis en train de travailler actuellement pour les éditions ISTE et qui devrait a priori sortir fin d'année. Donc dans ce champ de recherche, donc, je fais partie de ces chercheurs un peu atypiques parce que je ne suis pas un chercheur de laboratoire. C'est un choix en tant que tel. Je suis un chercheur du terrain, donc je voyage, j'observe, je respecte les standards de la recherche, c'est-à-dire qu'à la fois empirique et exploratoire, avec voilà, des règles, je ne vais pas rester là parce que je ne vais pas embêter les gens qui écoutent. Mais le principe toujours, c'est qu'est-ce que j'observe? C'est ça la question, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que j'observe
qui m'amènent à penser, qui m'amènent à pouvoir dire par corrélation transculturelle, c'est-à-dire que je pourrais observer et qu'on pourrait appréhender dans la pensée chinoise que j'ai étudié le plus, parce que je ne suis pas compétent dans la pensée japonaise, je ne suis pas compétent dans la pensée canadienne. Je crois qu'il faut la compétence, c'est un mode opératoire intentionnel. Ça veut dire que je suis capable de produire un résultat à partir de quelque chose. Et donc ce travail de recherche à l'université de Tours, où j'ai eu le soutien extraordinaire de gens comme Pierre Chartier ou comme François Julien, qui est l'un de nos grands sinologues philosophes, dont la rigueur, la précision du travail a été très utile pour moi, mais aussi de personnes comme Howard Gardner, de l'université d'Harvard, pour lequel je me suis énormément appuyé sur ces travaux, même si aujourd'hui, après quelques années, certains aspects de ces travaux, je les amène à porter une critique, d'un travail théorique. Alors quand je dis critique, ça veut dire une mise à l'épreuve, c'est pas dire je ne suis pas d'accord, c'est pas ça la question. Donc la dimension de chercheur, eh ben, c'est une partie qui est fondamentale, qui est un curieux invétéré. C'est-à-dire que tout m'intéresse. Et quand j'y m'intéresse, ça m'intéresse de comment ça fonctionne. D'accord ? Quels sont les phénomènes qui produisent telle chose ? Et donc, quand une idée s'arrête trop, quand on définit trop une idée, eh bien, on n'est plus dans la curiosité, on est dans la fixation. Et je pense qu'un chercheur ne doit jamais fixer une idée. Même le bonheur, c'est-à-dire que dès lors qu'on dit qu'est-ce que le bonheur, alors on vient de passer à côté de la définition, par définition. On rate la définition. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'empathie? Qu'est-ce que le talent? Dès lors que tu dis ça, alors dans ces cas-là, tu es par définition empêtré dans ton propre tissage culturel, tu vois. Et c'est pourquoi Michel Foucault, j'aime beaucoup Michel Foucault, parce que Michel Foucault a avancé le concept d'hétérotopie par rapport à l'utopie. Et l'hétérotopie, l'hétéro, l'autre, topie, topos, le lieu, eh bien, ce sont ces ailleurs où l'on peut observer des manières d'opérer, des manières de vivre, des manières de penser à l'écart d'une autre. Non pas différemment d'une autre, mais bien à l'écart. Alors, quelle est la différence entre justement l'un et l'autre? Eh bien, il y a la différence entre les Italiens et les Français. Il y a la différence entre les Allemands et les Français. Pourquoi? Parce que nous avons une langue alpha-syllabaire. C'est une langue sémantico-phonétique. C'est une langue des idées. Alors que des cultures comme les Inuits, comme les Amazoniens, comme les Chinois, comme les Japonais, comme les Tibétains, ce sont des langues syllabaires. Ce sont des langues de son, ce sont des langues d'observation. Ce ne sont pas des langues comme les nôtres. Donc on ne peut pas vouloir faire dire aux Tibétains ou aux Chinois ce que nous on pense sous prétexte qu'il y a du pinyin, par exemple. Tu vois. Il faut donc complètement décaler. C'est-à-dire que ce sont des langues à l'écart d'une autre. C'est pour ça qu'il y a l'hétérotopie. Ce ne sont pas des gens différents de nous, mais ils sont bien à l'écart. C'est-à-dire que le fond d'entente n'est pas comparable. D'ailleurs, pas se poser la question, c'est quoi le bonheur pour moi? On s'en fout. Ouais. La question ne se pose pas comme ça. Alors, elle se pose tôt ou tard par imprégnation culturelle. Parce qu'au fur et à mesure, ils rentrent dans la nôtre, dans notre pensée, ils regardent, ils se disent, quoique les Chinois que je rencontre, en général, la question ne se pose pas du tout comme ça. Ouais. Tu vois, ni l'objectif, ni qui je suis, on s'en fiche, la question ne se pose pas du tout comme ça. Donc on peut pas, ils ne sont pas différents de nous. Ils opèrent à l'écart de nous. Et donc, si moi je veux à un moment donné questionner le bonheur, quand j'ai cherché à questionner le potentiel, l'actualisation, je ne pouvais donc pas le penser par rapport au modèle dans lequel je vis, c'est-à-dire un modèle ontologique. D'ailleurs, quand je suis un peu provocateur en tant que breton que je suis, j'ai envie de dire, mais on n'a finalement pas beaucoup évolué depuis 2400 ans, on continue de penser l'être comme si la Terre était plate. C'est-à-dire que les référentiels à partir desquels on continue à penser l'être n'ont quasiment pas évolué depuis 2400 ans. Tu vois? C'est comme si on continuait à se chauffer avec un feu de bois. C'est comme si on continuait à communiquer avec des parchemins qu'on renvoie aux gens. Ouais, tu vois? C'est exactement ça. C'est-à-dire que continuer à dire qu'on a tout en soi, comme c'est quoi tout en soi, par exemple? Ça vient de autos kratos. Kratos, la puissance, autos, soi. Mais pourquoi y a-t-il eu cette notion de autos kratos? Eh bien parce que dans l'Antiquité, juste avant la grande ère philosophique, dans l'émanation de la démocratie, avec Solon, Anaximandre, tous ces grands Thalès, ces grands fondateurs, ces amorceurs de notre culture d'aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas oublier que nous avons les dieux de l'Olympe. Les dieux de l'Olympe, c'est ceux qui nous donnent la chance. Encore aujourd'hui, tu as de la chance. Hier soir, j'étais au cinéma et j'ai vu des gens qui ont trouvé un billet de 50 € sous le siège. Ils vont dire, j'ai de la chance. On continue à avoir, ou alors, j'ai de l'infortune, j'ai de la malchance.
on continue à penser avec une culture de l'Antiquité. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'Antiquité, juste avant le bas Moyen-Âge? Eh bien, la philosophie, en recherche d'un idéal communautaire, eh bien, va inventer les valeurs, va inventer l'être. L'être, c'est Aristote, avec l'ontologie, mais c'est aussi toute la grande pensée philosophique, avec Socrate, Parménide, Héraclite, Platon. Et Platon, qui est, je crois, le plus fabuleux, mais aussi le pire de tous, eh bien, va supprimer tout ce qui renvoie au dieu d'Olympe, et donc à Homère. Et donc, c'est lui, avec Socrate, qui va humilier Hippias, qui est le dernier ambassadeur de la pensée homérique, et donc Ulysse, Athéna, etc. Et qui, en donnant, en offrant à l'homme le pouvoir d'être intelligent, le logos, le pouvoir de raisonnement, la mathésis, le pouvoir des mathématiques, le géomètre, que l'unicire entre ciné-géomètre et ciné-maîtrise de la géométrie, eh bien, on a cette rupture tranchée, définitive, entre les dieux de l'Olympe qui donnaient aux hommes le pouvoir, la chance, les infortunes, etc., mais qui nous rendaient dépendants d'autre chose, et finalement, le pouvoir d'autocrate, hein, c'est-à-dire qu'on a tout en soi, le bonheur est en nous. Et ça fait 2400 ans qu'on dit aux gens, tu as tout en toi, on recherche en toi, qui tu es, tu vois. C'est une question de conditionnement au final. Oh bah, mais on continue à penser l'être avec une pensée qui est complètement... Enfin, il y en a qui vont me détester, mais c'est pas très grave. Mais tu vois, c'est que... Et moi, j'ai pas d'état d'âme dessus, je respecte. Il n'y a rien à dire sur la croyance. Mais il faut bien se rappeler d'où on pense. Il faut bien se rappeler comment ça a évolué. Il ne faut jamais oublier que même le talent, tu vois, parce que tout ça, c'était proche en tant que tel. On dit souvent, voilà, l'allégorie du maître qui donne à ses 3 serviteurs 5 des talents, 1 talent, etc. Les autres ont fait fructifier, un n'a pas fait fructifier, donc tu es un mauvais serviteur et tu es banni pour les enfers. Voilà ce qu'on appelle une allégorie. Pourquoi? C'est pas une métaphore, parce que dans la métaphore, tu as le droit et tu as le choix de donner ta propre signification. Dans cette allégorie religieuse, il n'y a aucun choix. Tu es mauvais, dis-je à mon index, parce que tu n'as pas fait fructifier les talents que je t'ai donnés. Et c'est de là que vient le don. Il ne faut jamais oublier que le maître renvoie aussi à Jésus renvoie à Dieu. Donc Dieu te donne des dons en tant que don, et si tu ne fais pas des dons, tu es donc un imbécile, tu es médiocre, etc. Et on peut voir aussi d'ailleurs, dans quelques ouvrages de psychologie, on passe du don au talent. Donc on continue à faire croire à des gens qu'ils ont du don, qu'ils ont des talents, à partir d'une idée qui n'est qu'une idée allégorique, qui n'existe absolument pas. Ouais, tu prêches un convaincu, et ce que je pense, c'est qu'effectivement, tout part de l'éducation, c'est une forme de conditionnement finalement, ce que tu évoques. Et je me dis que, est-ce qu'on ne gagnerait pas un petit peu de temps à changer notre modèle de l'éducation pour faire en sorte d'accompagner au mieux les êtres que nous sommes, quoi. C'est une sacrée question que tu poses. Dans le cadre de mes travaux, et dans le cadre de l'entreprise que je dirige aujourd'hui, sur l'évaluation des talents, le développement des potentiels, non pas des potentiels de l'humain, mais le développement des potentiels à partir desquels les modes opératoires de l'humain peuvent se déployer. Pour faire très simple, c'est-à-dire que, je donne toujours l'exemple du breton que je suis, je vais avoir les meilleures habiletés du monde. Si mon bateau est échoué, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de vent, donc qu'il n'y a pas de potentiel, je reste à quai. C'est aussi simple que ça. Donc de plus en plus, je travaille avec des gens du monde de l'éducation, et la première chose que je leur enseigne, c'est à observer un enfant et non pas le voir par un référentiel. Quand tu dis à un enfant « Ah, c'est bien, continue », tu le mets dans une position extrêmement compliquée. Pourquoi? D'abord, c'est bien, ça veut dire quoi? Ça montre quoi? Ça montre rien. C'est une vue de l'esprit, parce que bien renvoie à un jugement de valeur. Donc si c'est bien, et en plus si l'autre à côté n'a pas la remarque, c'est donc moi je sais moins bien. C'est comme ça que tu crées de la jalousie. C'est comme ça que tu crées de la tension. En fait, en voulant aider un enfant, on ne fait que l'enfermer. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le champ de l'éducation, et dans le cadre de mes travaux de recherche, eh bien, je suis arrivé à créer une écriture syllabaire, inspirée des glyphes égyptiens et des caractères chinois, pour permettre, 25, c'est pas beaucoup, un an pour créer 25 caractères, il y en a d'autres qui vont arriver, pour enseigner aux personnes à observer, à écrire ce qu'ils observent, et non pas à
interpréter par la langue sémantico-phonétique ce qu'ils disent. Je le vois très bien, je travaille de plus en plus avec des personnes qui cherchent à exploiter les travaux de Howard Gardner, et je vois très bien à quel point ils interprètent les travaux de Howard Gardner par rapport à une pensée très finement philosophique, et avec des standards ontologiques. Mais quand je leur demande « qu'est-ce que tu observes ?» Et je te dis, personne n'est capable de... Enfin, je n'ai plus de 2000 personnes évaluées, observées, des professionnels de toutes sortes dans le monde entier. Les personnes n'arrivent pas à décrire ce qu'ils observent. C'est intéressant. Parce que le premier réflexe, eh ben, c'est de parler en langue. C'est de parler en symbole. Et donc, à part dans l'Himalaya où ils naissent dans l'environnement naturel, ils vont être plus là-dessus. Mais il y a toujours cette influence, parce que là, l'influence bouddhiste, elle est très forte là-bas en tant que telle. Bon, c'est pas la question. Quand tu veux éduquer quelqu'un, un enfant, et c'est pourquoi je travaille beaucoup sur la question de l'indifférence, non pas de cette indifférence trop biaisée par la pensée occidentale et française, et biaisée par le champ du mépris. On dit, il est indifférent, il est donc méprisant. Pas du tout. Tout à l'heure, j'ai donné l'image du vent qui souffle sur l'herbe. Le vent soufflant sur l'herbe, le vent est indifférent à l'herbe est indifférent au vent, et pourtant rien ne se passe pas. Tu vois? Quand j'observe une personne, je me montre indifférent à elle. Pourquoi? Supposons que je dois observer une personne qui fait du ménage. Là où personne ne l'observe, parce que le ménage, dans notre culture, c'est dévalorisant. D'accord? Alors que si tu es capable d'observer avec la même indifférence une personne qui fait le ménage qu'une personne qui joue du Mozart. Alors tu écoutes du Mozart, parce qu'on ne fait que fantasmer Mozart en tant que génie, tel qu'on le définit. Hein, celui qui est capable de reprendre le Messe Allegri d'Allegri, tu vois, et qui va être capable, effectivement, qui avait été composé pour la chapelle Sixtine, et qui de tête va complètement le rejouer, d'accord? On trouve ça fabuleux. Alors qu'en fait, non. C'est juste quelqu'un qui a des modes opératoires simplement plus singuliers que les autres. Et quand tu commences à dégonfler ça, et prendre un Mozart comme un Einstein ou comme un Léonard de Vinci, quand tu dégonfles ça, en te contentant de regarder comment ils opèrent, et de regarder une personne qui fait le ménage et qui aura des capacités d'astuce, de débrouillardise, et dans lequel tu vas commencer à découvrir des modes opératoires hautement complexes, mais qui ne sont pas associés à un beau social, mais qui sont capables de déployer une efficacité remarquable, non pas de ce remarquable associé au beau, mais de remarquable que l'on remarque, là ça devient intéressant. Et c'est pourquoi en tant que profiler, talent profiler, quand j'observe des personnes, je les observe avec la même indifférence de qui que ce soit, parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui me disent, par exemple, j'ai été diagnostiqué surdoué. D'accord? Et je leur dis, ça fait mal. Tu vois? C'est bien sûr provocateur quand je dis ça. Ou alors, ça fait quoi? Ça vous fait du bien? C'est bon pour votre ego? Et alors? Comme ça, je sais qui je suis. Ah bon? Ainsi donc, vous savez qui vous êtes. Et tu vois à quel point, finalement, ces concepts enferment l'individu dans son propre concept. Alors moi je dis très bien, vous êtes surdoué, d'accord, prouvez-le-moi. Montrez-moi une situation, réalisez-moi une activité dans laquelle ce que vous allez déployer pourra s'apparenter au mot surdoué. Et là, ça devient très vite compliqué. Oui, ça ne m'étonne pas, oui. C'est très compliqué. Ah oui. Tu vois? Ouais. Parce qu'ils n'en sont pas capables. Alors qu'en fait, ce sont des modes opératoires. C'est le cas des travaux que j'ai continué et que j'ai prolongé à partir de Howard Gardner, dont j'ai une dette intellectuelle très forte. En fait, il y a simplement des modes opératoires. C'est que dans la nature, je dis souvent en blaguant, mais la nature a inventé l'ornithorynque, c'est pour enseigner à l'homme qu'il y a toujours des gens singuliers par rapport à d'autres. C'est tout. Ouais. Alors que quand tu dis à un enfant, il est surdoué, ou cette espèce de recherche de l'enfant surdoué, du précoce, du haut potentiel, qui ne sont que des termes désignant une fantasia collective. Quand j'observe un enfant, je ne veux rien savoir de lui, ça ne m'intéresse pas. Quand j'observe un enfant, j'observe juste comment il s'y prend pour atteindre un résultat. Prenons le terme surdoué, par exemple. Et tu vois, en fait, c'est pas tant une digression du bonheur, mais c'est pas très loin finalement. Pourquoi? Parce que les gens sont dans une espèce de quête de quelque chose. C'est quoi le bonheur? Le quoi? Tu vois comment le quoi est déjà très obstruant par rapport au bonheur?
C'est quoi le bonheur? Alors que tu pourrais dire, comment s'observe le mode opératoire qui m'amène à penser, qui m'amène à expérimenter le sentiment ou l'état que je nommerais bonheur. C'est pas pareil du tout. Non, c'est évident, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Toi qui es observateur, qui es profiler, chercheur, c'est quoi ton regard sur la société ces 10 dernières années? Je vais te partager mon sentiment. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la santé, de l'agroalimentaire, de l'environnement, politique aussi, bref. J'ai le sentiment qu'il y a des prises de conscience à l'échelle globale qui sont en train de se faire depuis quelques années. C'est quoi ton regard sur... Alors, ce que je vois, parce que je te regarde parce que tu es en face de moi. La société, je ne peux pas la regarder, je la regarde dans mes détails du quotidien. Sinon, je la vois par le regard de ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, etc. Bon. Je vais donner une image. La société actuelle est comme un sucre que l'on a mis dans l'eau. Elle se dissout. Elle se dissout parce que il y a encore 15 ans, et grâce d'ailleurs, l'eau c'est quoi? L'eau c'est l'internet, l'eau c'est les réseaux, l'eau c'est ce déploiement collectif qui, par définition, dissout un modèle qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, mais qui ne fonctionne plus depuis un siècle. Enfin, ce n'est que la conséquence lente et silencieuse d'un phénomène qui s'est amorcé il y a déjà longtemps. D'accord ? On voit très bien d'ailleurs l'explosion des écoles parallèles. Qu'est-ce que cette explosion? Quand j'ai explosion, tu vois, encore mon mot il est pas adapté, je dirais l'actualisation, l'émergence, ce serait plus cohérent. Tu parles des écoles alternatives? Oui, les écoles alternatives, de l'émanation partout, y compris de la manière de manger, la manière de vivre, l'écologie globale. Ce n'est que, me semble-t-il, la conséquence d'un procès, d'un modèle dont les gens ne veulent plus. Mais comme on a un système gouvernemental qui fait d'autres choix, qui sont des choix appartenant à un autre modèle de pensée qui est le leur, sur lequel je n'ai rien à dire, eh bien, quand l'écart devient inacceptable, alors le système qui vit la chose comme inacceptable, eh bien, par principe de régulation, eh bien, déploie un nouveau modèle. Et ce qui va se passer, quand bien même le gouvernement décide de quoi que ce soit, c'est qu'en fait, c'est déjà fini finalement. C'est une question de temps. Tu vois ? C'est comme les dinosaures, ils vont disparaître. Parce qu'il n'y aura plus de gros gibier. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que le système se dissout, comme le sucre dans l'eau. Donc en fait, il suffit d'attendre. Il suffit de continuer. Alors, je ne peux qu'encourager les personnes à continuer, à se réunir, à se déployer. Et c'est ce système qui, à un moment donné, fait qu'il y a un basculement, comme cette maison qui s'effrite, parce qu'il n'y a plus personne qui vit dedans, parce qu'il n'y a plus de chauffage, parce qu'il n'y a plus rien. Et à un moment donné, ce basculement fait que l'ancien modèle va disparaître. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est vraiment, je veux dire, voilà, il y a des grèves, il y a tout ça, mais en fait, c'est pas la grève qui est important. C'est l'ensemble de ces micro-actions qui, au quotidien, entraînent la dissolution, ni plus ni moins d'eux. Si tu prends un sucre et tu veux le casser avec tes mains, tu n'arriveras pas. Tu prends un marteau, il faut taper fort sur un sucre. Tu le mets dans l'eau et t'attends. Cultiver sa patience. C'est pas cultiver la patience, c'est l'entraîner. C'est ce que les Chinois appellent le non-agir, le wu-wei. Le wu-wei o wu-wei. Ça veut dire quoi? Faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait. Alors que nous, on a une culture du faire. Donc on va agir, on va faire des actions. En fait, ça fait un épiphénomène et ça s'écroule. Alors que tu fais partie de ces gens, me semble-t-il, Julien, qui est dans ce non-agir. Tu vois, le seul fait qu'on soit là aujourd'hui, qu'on se rencontre par propension. Encore Simon, on ne se connaissait pas, toi et moi. Mais tes actions, les miennes, ont entraîné une personne commune qui t'a parlé de moi. Et du coup, il y a eu contact via Facebook, il y a eu un contact par Messenger, et puis on a commencé à échanger, et puis dans nos échanges, tu vois cette propension naturelle, rien n'a été forcé, et pourtant rien ne se fait pas, puisque je suis là aujourd'hui, toi aussi. Tu vois? Et bien c'est ça qui se passe, c'est ça le non-agir. Le non-agir, c'est pas être passif et être patient, car dans la patience, il y a cette notion grecque qui renvoie au kairos, attendre l'opportunité.
Or, l'opportunité en stratégie, c'est déjà trop tard. Non, non. L'enjeu, l'opportunité de l'enjeu, c'est d'être à l'amorce, en amont de l'opportunité. Et c'est de créer les conditions de sorte que, lorsque l'opportunité est là, tout le monde se jette dessus, alors que toi déjà, tu es déjà ailleurs. Ouais. Tu vois le truc? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a une société qui réagit. Elle réagit par opportunité. Mais quand les gens réagissent par opportunité, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Alors que ce qui se passe en déploiement, on voit très bien des magasins écologiques. On voit comment cette mutation progressive est en train de se déployer. On voit très bien comment même l'éducation nationale aujourd'hui essaye de réguler toutes ces écoles alternatives, ces gens qui retirent. Moi, je connais des personnes avec qui je travaille aujourd'hui qui viennent se former chez nous dans la détection des talents pour devenir des professionnels de ça. Eh bien, comment ils sont évalués chez eux. Et on voit comment potentiellement l'éducation nationale essaye de contrôler. Quand ils réagissent, et réagissant, c'est déjà trop tard. D'ailleurs, c'est quoi ton regard sur les écoles alternatives? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est d'actualité. Il y a notre cher ministre qui s'intéresse un peu à tout ça. La problématique de l'école alternative, pour les observer, pour aller les voir, pour discuter avec elles, c'est qu'elles sont en réaction. Et quand elles réaction, elles se trompent de combat. Une école qui se met en réaction, je pense depuis 20 ans à une école, mais ça fait 20 ans que je la médite. Pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps à l'étude? Pourquoi je prends autant de temps à tout ça? Le nombre d'écoles Montessori qui se créent par exemple, et qui s'écroulent 2 ans après, parce qu'ils font des mauvais choix d'actionnariat, parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils pensent que parce qu'ils vont créer une école alternative avec des outils, ça va suffire. Absolument pas, c'est une erreur de débutant. Pardonnez-moi à ceux qui le font. Mais je sais que j'ai des cas très concrets. C'est comme monter son entreprise, d'accord? Ça se médite. Non pas méditation au sens bouddhique, mais ça médite au sens stratégique. Quels sont les signaux faibles? Quels sont les acteurs clés? Quels sont les effets leviers? Quel est le potentiel? Quelle est la configuration? Comment je vais mettre en place ma communication? Quels sont les réseaux? Quelles sont les compétences que je vais pouvoir déployer? C'est ça, opérer en stratège. Ça se réfléchit comme une entreprise. Ça se réfléchit comme une entreprise. Et ça se médite. J'aime beaucoup la métisse des Grecs, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Ça se tresse. On tresse un plan. Alors que la problématique de ces gens-là, c'est qu'ils vont soulever 3, 4, 5 000 euros, ils vont faire un kiss-kiss bank-bank, ils vont ils vont vendre la maison, ils vont acheter les produits Montessori, ils vont se certifier Montessori, ils montent une école. Boum. Et il suffit qu'il y ait des gens dans cette école qui ne soient pas très clairs, qui sont narcissiques, qui veulent garder le contrôle, c'est mort. Ouais, on est forcément confronté à ça, hein. C'est évident. Voilà, voilà. Et donc, l'école alternative est donc une école qui, tu me donnes mon avis, mais c'est ce que j'ai fait avec l'entreprise que j'ai créée. La règle numéro 1, c'est de ne jamais affronter les autres. Une école alternative qui dit on est mieux que les autres, elle se trompe d'ores et déjà parce qu'elle s'attire le courroux des autres. Non, il faut qu'elle travaille sur la notion de l'écart. Fondamentalement, je respecte l'éducation nationale, même si je ne partage pas leur point de vue. Ils font des choix qui sont leurs choix. Et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais si je commence à dire l'éducation nationale, c'est pas bien, je les juge. Il y a des gens qui sont formidables dans l'éducation nationale. Mais ils répondent à des choix qui sont des choix historiques et qui peut-être mériteraient d'avoir une revue. Aujourd'hui, le professorat, aujourd'hui, un élève peut devenir plus compétent que son prof en 6 mois. Donc la question, par exemple, devrais-je dire à l'éducation nationale, pourquoi continuer à penser le professeur comme il est pensé depuis 2 siècles? Parce qu'on ne peut plus penser le professeur comme il y a 2 siècles, par exemple. Aujourd'hui, n'importe qui, les moyens technologiques, même pour quelqu'un qui n'a quasiment pas d'argent, eh bien, est capable d'acquérir très vite ça. Tout à l'heure, tu me demandais d'où je viens. À la base, moi, j'ai un CAP mécanique auto. J'ai été diagnostiqué intellectuellement inférieur à la moyenne. On m'a orienté en 4e technique. J'ai commencé d'abord par faire un CAP électrotechnicien, qui s'est très mal passé. J'étais orienté en CAP mécanique auto, j'étais allergique à la graisse. Mais j'avais des modes opératoires, j'avais des facultés qui n'étaient pas identifiables à l'époque. C'est-à-dire que j'avais des formes de l'intelligence, pour reprendre la terminologie de Garner, qui n'étaient pas ni évaluables, ni mesurables par l'éducation. Pas de peau, j'avais les formes de l'intelligence qu'on n'évalue pas à l'école. Tu vois ? Comme beaucoup. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être aujourd'hui docteur en sémiologie. Voilà. Alors, il ne faut pas se méprendre. Ah, tu sais, ces gens disent, ah voilà, ah tu vois, un exemple. Non, non, non. Ça a pris 30 ans. Donc,
là encore, j'ai envie de dire, peut-être ce qui serait stratégique, ce serait de dire, peut-être que l'éducation nationale permettrait de répondre à un modèle qui correspond à un système dit normal, ordinaire, ordinarius, et qui correspond à une grande partie de la société qui répond encore à des règles et à des normes. Mais pas que. Mais pas que. Et vouloir nier ça, c'est comme vouloir tuer tous les ornithorynques de la Terre parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est pas possible. La nature est joueuse. Voilà, tu vois, comme je personnifie la nature. La nature, par définition, trouve le biais. On ne peut pas l'étouffer. Eh bien, l'école alternative, c'est ce que je t'ai proposé. Je serais ravi que nous échangions, toi et moi, sur les écoles, sur ce que tu réalises. Parce que quand je crée une écriture syllabaire pour évaluer, pour observer les enfants et les jeunes, les enfants, les pré-ados, les ados, les jeunes adultes et les adultes, c'est pas pour rien. C'est pour réapprendre à observer, pour permettre à une personne, un groupe de personnes, non pas à s'épanouir, mais à s'actualiser dans le cours des choses. Ça va, c'est clair ce que je dis? Complètement. Tu vois? Et donc, l'école alternative, je dirais plutôt, ça devrait être plutôt une école de l'écart. Une école en écart, qui n'est pas différente, parce que si elle se pose comme une école différente, elle va donc se poser comme une école qui se compare. Alors que si elle se positionne comme une école à l'écart, elle n'est donc plus dans un rapport de comparaison. Même Montessori, il y a un grand écart entre Maria Montessori telle qu'elle a pensé l'école initiale et ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est comme Gardner. Entre ce qui est écrit aujourd'hui sur Gardner et ce que Gardner a théorisé entre 79 et 83, c'est plus la même chose. Par exemple, quand je lis visuel spatial, c'est une erreur scientifique. Et l'embêtant, c'est que quand finalement Gardner reprend le terme d'étymologie, ou alors verbal linguistique, c'est une erreur scientifique. Ou alors qu'on va dire naturaliste écologiste, c'est une erreur scientifique. Ce sont des erreurs catégorielles. On ne peut pas dire visuel spatial. Pourquoi? Parce que il existe des aveugles qui développent des facultés spatiales alors qu'ils ne voient pas. Donc, alors que visuel renvoie à un système sensoriel du lobe occipital, alors que la capacité à appréhender un monde 3D est plutôt au niveau de lobe pariétal. Donc je peux donc avoir un bandeau sur les yeux et me représenter spatialement. Comme le verbal linguistique. Verbal linguistique, le verbe, d'accord, renvoie à la langue alpha-syllabaire. Elle est trop culturelle. Et donc elle ne peut pas être élevée au rang de statut de mode opératoire. C'est pourquoi j'ai développé l'acronyme MOON et non pas l'intelligence. Et même Gardner a créé un système différent de l'autre, mais finalement, il est resté piégé dans le système alpha-syllabaire. Donc, à la fois se défendant de ne pas être dans l'intelligence, et pourtant étant complètement collé à l'intelligence G. On a tout intérêt à essayer de, ce que font un peu la Finlande, d'essayer de déceler au plus tôt comment fonctionne l'individu, si je suis ton raisonnement, pour essayer de comprendre comment lui, il pourra apprendre mieux. Comment il apprend autrement? Ouais. En fait, tu vois, déjà, je dirais que pour pouvoir regarder les choses autrement, il faut aller voir d'autres cultures, dont la langue. La Finlande, elle est alpha-syllabaire aussi, elle est déjà trop occidentale. Ce qu'ils font, c'est vraiment formidable. Et je ne juge pas là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Je parle d'un réel écart. Je parle de l'écart des Inuits, par exemple. Si tu veux vraiment être à l'écart, alors il faut aller voir des cultures dont le fond d'entente n'est pas celui dans lequel nous avons vécu. Ensuite, c'est ce que j'ai tâché de faire pendant les 10 dernières années. C'est pourquoi, quand j'ai amorcé, je me souviens très bien, c'était en 2014. Quand en 2014, j'ai pris conscience que nous étions dans une langue alpha-syllabaire, phonétique, qui est écrit et qui pense. On pense le talent, on pense le bonheur, on pense tout ça, mais on le pense dans nos cultures. Et bien quand j'ai pris conscience qu'il existait des cultures qui ne pensent pas comme nous on pense, je me suis dit, waouh! Ça veut dire que, en fait, c'est là que se trouve la fécondité, c'est là que se trouve la disponibilité. Et donc c'est là qu'on peut trouver, qu'on peut aller investiguer un ensemble d'univers formidable. Quand je dis, tu vois, ce sera le brin poétique de l'échange, tu vois. C'est passionné. Oui, mais parce que soudain, il y avait du potentiel. Soudain, je découvrais l'Amérique. Mais déjà, potentiellement, ça amorce le drame américain, tu vois. Parce que on n'a pas découvert l'Amérique, on a découvert une terre qu'on a nommée Amérique, et dans laquelle on a déchargé notre modèle européen là-bas.
Tu vois le truc? Et je ne suis pas dupe, parce que je sais très bien que dans le cas des travaux que Garner a pu faire ou ceux que je suis en train de faire, il y aura tôt ou tard des gens qui voudront y mettre leur pollution. Oui, Tu vois, voilà. Bon, voilà, faut rester clair avec ça. Donc, voilà, ce sera point, c'est que par rapport à l'éducation alternative, pour ça, je serais ravi de voir et d'observer la manière dont tu opères, la manière dont ton école se déploie. Comme je le fais dans des écoles qui cherchent à appréhender les travaux de Howard Gardner, dans lesquelles on aide aujourd'hui, pour pouvoir déjà réappréhender l'observation. Eh bien, une école qui alterne, parce que alterner, il y a une notion de séquençage. Je dirais plutôt, peut-être même qu'il faudrait repenser le mot, c'est-à-dire que je dirais plutôt des écoles hétérotopiques, des écoles d'écart. Ce sont des écoles qui sont en face, qui sont ni bien ni moins bien. Ce sont des écoles qui proposent un mode opératoire complémentaire et qui n'est pas en compétition, qui n'est pas en subjectivité de l'école nationale classique, mais qui propose un en face. Et qui pourrait dire, ben voilà, dans le modèle classique, les enfants qui veulent rester dans le modèle classique, oui. Mais simplement, la diversité humaine aujourd'hui ne peut plus avoir un modèle classique. On ne peut plus rester dans le modèle platonicien mathématique est une hérésie. Quand j'entends encore qu'on dit que les mathématiques sont un langage universel, c'est une hérésie, c'est faux. Et rien ne le prouve. J'ai des preuves scientifiques qui pourraient le montrer. C'est totalement faux. Continuer à penser la langue comme un principe fondamental de tout le monde, c'est une hérésie aussi. Il existe des langues qui ne parlent pas comme la nôtre. Toutes les langues ne sont pas le facilabère, et toutes les langues ne sont pas grecques. Ça se saurait, tu vois. Il faut faire preuve de beaucoup de modestie là-dessus. Et je pense que nous manquons de modestie. Oui, complètement. Voilà. Est-ce que tu aimes les citations? Oui, c'est celle qui me montre quelque chose, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a une, par exemple, que peut-être que tu préfères à d'autres, ou qui te suit peut-être un peu partout? Moi, j'en ai une dans mon bureau, c'est celle de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », parce que elle résonne beaucoup en moi. Je trouve que ça résume beaucoup de choses, quoi. Les citations pour moi, tu dis effectivement ce que tu dis de Gandhi est parlant. C'est parlant quand ça te met en place un principe de vie. C'est-à-dire que la citation ne vaut que parce qu'on en applique les préceptes. Sinon, c'est une démonstration verbale. Bon. J'en ai plusieurs qui sont souvent utiles pour moi, selon les situations. Je pense entre autres celle d'un prix Nobel qui s'appelle Albert Cezanne-Korsky, c'est un nom un peu difficile à prononcer, qui dit « La découverte, cela consiste à ce que tout le monde a vu et à penser ce que personne n'a pensé ». J'aime beaucoup cette phrase parce que elle vient compléter celle de Albert Einstein qui, semble-t-il, a dit on ne peut pas résoudre un problème avec des habitudes de pensée à l'origine de ce problème. Alors ça, je vois tout souvent ça partout, voilà. Mais les gens continuent à penser de la même manière. C'est-à-dire que ce que veut dire concrètement Einstein, ça veut dire qu'on ne peut pas penser une situation avec le modèle de pensée qui est lui-même à l'origine. Donc concrètement, si tu veux résoudre les problèmes français, va apprendre l'Inuit. Et là, tu vas être capable de penser réellement autrement. Tu vois. J'aime aussi beaucoup cette phrase qui était celle d'un grec, Marc Aurèle. Notre vie, ce que nos pensées en font. C'est bien plus tard que j'ai compris à quel point cette phrase était forte, parce que nos pensées, c'est la manière dont on regarde le monde et la manière dont on le traduit. Mais aussi, finalement, non pas ces citations confucéennes ou autres, c'est parce que déjà, des fois, je vois des phrases soi-disant de Confucius sur Internet qui n'en sont pas. Parce que Confucius, par exemple, n'a jamais pu utiliser le mot beau, par exemple, tu vois. Mais cette pensée chinoise qui finalement est assez insipide. Et j'apprécie cette insipidité parce que elle permet de ne pas rentrer dans ce fantasme qui nous met en effervescence, tu vois. Pour ça, j'aime aussi j'apprécie autant d'ailleurs la pensée grecque, elle est puissante, elle est formidable, elle aide à penser. Comme toi, je suis français, je suis breton, tu vois, j'ai une culture et je me sens bien avec ma culture. J'ai pas de souci avec ça, je la nie pas, au contraire. Mais je ne suis pas dupe d'elle. Merci. Tu vois. Merci à toi.